Hola a todos et merci de nous accompagner dans ce nouveau numéro de Inside Liga. Au sommaire de cette émission, nous allons nous intéresser à l'un des joueurs les plus connus au monde, Diego Armando Maradona. Et nous allons ensuite nous intéresser à la Champions League parce qu'il y a Champions League, c'est ce soir et demain, ainsi que jeudi avec l'Europa League. Et puis on va parler de ce match tant attendu du côté de Valence, Valencia Atlético de Madrid, qui est la prochaine journée du championnat espagnol, la Liga. Et tout ça, nous le ferons avec Alejandro Valente, qui est notre invité, directeur des sports de Radio France Internationale. Mais pour l'instant, nous allons donner le top départ de Inside Liga. Et avec moi ce soir, nous avons Mourad Lacra, consultant, chroniqueur, qu'on écoute souvent du côté de Beurre FM à Time Sport. ¿Qué tal, cómo estás? Ça va très bien, merci Juan José. Et à côté de toi, on a Alison Nkoukou, journaliste sportif, consultante à KB Sport et aussi à Time Sport. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Et puis notre invité, Alejandro Valente, directeur des sports de Radio France Internationale. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Et puis Alejandro, d'ailleurs, comme vous pouvez suivre sur Twitter, puisqu'il a un compte Twitter que vous pouvez suivre, mais pas qu'Alejandro, puisque l'une des émissions phares du sport aujourd'hui à la radio s'appelle Radio Foot International, et c'est justement une émission de Radio France International avec Annie Gasnier. Absolument, présenté par Annie Gasnier du lundi au vendredi, 17h10, 18h. Et c'est vrai, une émission qui parle beaucoup d'Afrique. Évidemment, on est sur RFI, mais également des grands championnats européens, des grands rendez-vous du foot. Donc voilà, vous avez l'opportunité de les écouter. Vous allez avoir aussi à l'antenne le compte Twitter des Radio Foot International pour pouvoir les suivre sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, nous allons commencer avec le match de la journée. Et en fait, c'est la quiniela avec le match du week-end dernier. C'était Atlético de Madrid-Barcelona. Atlético de Madrid-Barcelona, un choc tant attendu, un choc qui s'est terminé avec un match gagné par l'Atlético de Madrid del Cholo Simeone face donc à Ronald Koeman qui n'a pas pu rompre la défense de l'Atlético de Madrid. Il faut juste se rappeler que l'Atlético de Madrid n'avait jamais, lors des 10 dernières années, gagné en Liga face au Barça. Et bien voilà. Ça a été fait pour la première fois et Cholo Simeone a battu l'Atlético de Madrid. Un match tout à fait particulier parce qu'on a attendu beaucoup de ces matchs et en fait on a vu la première des choses, un Barça qui était sur le terrain et qui n'avait pas d'âme. Disons que Barcelone dépend beaucoup de Messi encore aujourd'hui et malheureusement Messi depuis le début de la saison n'est pas le Messi qu'on a l'habitude de voir. C'est un Messi qui a beaucoup moins de spontanéité, beaucoup moins de vitesse, un Messi qui joue plus lentement et qui n'a pas su ou pu trouver ses partenaires en attaque. Et du coup, Barcelone s'est créé peu d'occasions. Et en plus, Barcelone a eu quelques coups du sort puisqu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont été blessés, dont Gérard Piqué. Donc c'était une soirée à oublier pour Barcelone. Une soirée oubliée pour Barcelone, et c'est vrai, à oublier notamment Alisson parce que ce match nous laisse Dembélé touché à l'épaule, nous laisse Gérard Piqué qui va être absent pendant plusieurs mois, touché au genou, mais aussi Sergi Roberto, et ça vient se rajouter à Ansu Fati, dont on sait qu'il va être absent pendant à peu près 4 mois.
Une infirmerie qui commence à devenir pleine du côté du FC Barcelone. Et en plus, c'est des joueurs notoires. Ansu Fati, meilleur joueur de l'effectif du FC Barcelone depuis le début de la saison. Il est blessé pendant un bout de temps. On a Gérard Piqué, la maître pièce de cette défense, avec Clément Lenglet qui, lui, est un peu plus faible par moment. Apparemment, il aurait les croisés, donc une absence qui va durer un certain temps. On a Sergio Roberto aussi, je connais pas trop sa blessure, mais en tout cas, lui aussi devrait être absent pendant un moment. Et quand on voit les prestations du FC Barcelone, c'est-à-dire très faibles dans le jeu, parce qu'au-delà de qu'il n'y ait pas d'âme, au-delà qu'il n'y ait pas d'envie, et au-delà justement aussi que Messi soit faible, on voit que le jeu du FC Barcelone s'est dégradé. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe. On voit qu'ils ont perdu énormément de ballons contre l'Atlético Madrid. Pour remonter la balle, c'était extrêmement difficile. Pour aligner rien que 3 passes, c'était complètement, voire limite impossible. Donc c'est un FC Barcelone totalement décimé. Alors on a eu le retour de Philippe Coutinho qui, avant sa blessure, était bien au sein du FC Barcelone, mais ça commence à devenir difficile. On va donner quand même les résultats de cette dernière journée que vous avez à l'écran. On va juste signaler quand même quelques petits résultats. C'était le match nul du Real Madrid face à Villarreal. Le Real Madrid qui est allé jouer à Villarreal, qui est l'un des premiers classés donc en Liga, avec une équipe qui était quand même touchée avec pas mal d'absences, et notamment celle de Karim Benzema. Il y a aussi le résultat de Séville qui a battu 4-2 le Celta de Vigo. Le Celta de Vigo qui est maintenant dernier du championnat espagnol. Et du côté de Séville, le premier but a été marqué par un Français, c'est Jules Koundé, qui est celui qui a ouvert les scores avec nos amis sévilliens. Et puis, bien sûr, c'est Atlético de Madrid-Barcelona avec le 1-0 pour l'Atlético de Madrid. À signaler aussi que la Real Sociedad est toujours première du championnat espagnol. Ils sont allés battre Cadix, un match assez soporifique, il faut le reconnaître. Mais Isaac a réussi à marquer et donc la Real Sociedad toujours en tête du championnat espagnol. Grenade a été battu chez eux par Valladolid, qui était le dernier du classement espagnol et qui a réussi avec cette victoire tout simplement à sortir de la zone rouge, mais il n'est pas sauvé pour autant. Et puis le dernier match, c'était Deportivo Alavés Valencia 2-2, Valencia qui perdait 2-0, qui a réussi à revenir au score de partout. Et cette fois-ci, Gameiro était titulaire, ce qui n'arrivait pas depuis un certain temps du côté des Valence. Donc rappelez que la Real Sociedad est donc première du championnat espagnol, suivi par l'Atlético de Madrid, Villarreal, et quatrième c'est le Real Madrid. Maintenant, si vous le permettez, on va continuer à parler des foot, bien sûr, des foot espagnol, mais on va faire un petit crochet du côté de la Roja, la sélection espagnole. Vous le savez, la semaine dernière, la Roja a surpris tout le monde. Je crois que moi le premier, je le reconnais. La Roja qui a battu donc l'Allemagne 6-0. Ça a été une déculottée énorme pour nos amis de la Mannschaft. D'ailleurs, ne vous trompez pas, parce que cette déculottée a été reprise dans les hymnes de la presse sportive espagnole. Je vous présente notamment Marca qui, lors de le lendemain, a écrit « Exhibition historique devant l'Allemagne ». C'était pour nos amis de Marca. L'autre grand quotidien sportif madrilène, c'est AS, qui a écrit « Correction historique face à l'Allemagne ». Et puis, même nos amis catalans, puisque Mundo Deportivo, mais surtout Esport, a titré donc « A lo grande », en grand, pour parler de cette victoire de l'Espagne. Juste rappeler que donc l'Espagne est qualifiée pour la Final Four qui aura lieu le 10 octobre 2021. Donc Espagne, France, Belgique, Italie. D'ailleurs, ça va se passer du côté de l'Italie. Justement, Mourad, est-ce que l'Allemagne a été donc éliminée, ne sera pas de cette finale, mais faut-il enterrer déjà l'Allemagne, sachant qu'avant la Final Four, il y a quand même l'Euro, donc du mois de juin au mois de juillet 2021. Enterrer l'Allemagne pour quelle compétition? Pour l'Euro 2021? Déjà pour l'Euro, c'est la première. Je pense que pour tous ceux qui ont un peu d'expérience, je pense qu'il ne faut jamais enterrer l'Allemagne, en quelle compétition qu'il soit. Je pense que c'est un bon coup d'air à la tête qui va leur permettre aussi de pouvoir se réorganiser. Il y avait beaucoup d'absents du côté de l'équipe de
de Joachim Löw, notamment je pense à Kai Havertz, qui est la figure de proue du football allemand. Mais je pense que ça va laisser le temps aussi du côté de la mise en place de l'Euro 2021 de restructurer, on va dire, les dirigeants de l'équipe nationale allemande, puisque on le sent très bien qu'il y a des problématiques entre la fédération allemande et éventuellement la Mannschaft. Donc ça leur permettra de régler leurs petites affaires en interne. Quand on voit qu'Oliver Bierhoff avait continué à maintenir Joachim Löw, on se dit, oula, on est en train de pédaler dans la semoule. Donc je pense que ça va leur permettre, pourquoi pas, de mettre en place un nouveau sélectionneur et de lancer un nouveau cycle en réintégrant les cadres du Bayern qui, à l'image de la Lora aujourd'hui, ont permis justement cette victoire 6-0 face à la Mannschaft. Donc je pense qu'un bon équilibre, un nouveau manager pourrait éventuellement relancer l'équipe allemande qu'il ne faut jamais enterrer. Alisson, il y a quand même un chiffre qui est incroyable. Quand on regarde la classification finale de ce groupe, donc l'Espagne première, qui a réussi 13 buts et 3 contre, mais l'Allemagne, 10 buts marqués, 13 buts contre. Elle a encaissé 13 buts. C'est l'équipe qui a le plus encaissé des buts dans ce groupe. Rappelons, il y avait l'Ukraine, il y avait la Suisse aussi. C'est ça, on parlait précédemment d'une Allemagne solide là. Mourad l'a dit, il y a eu des problèmes entre la fédération, Joachim Löw et les joueurs de la Mannschaft. Joachim Löw, sa politique, c'était d'écarter certains cadres, notamment Boateng, joueur très solide du Bayern Munich en défense. Et ça s'est vu. On a fait face à une Allemagne un peu plus fragile dans le jeu. C'était pas trop ça. C'était pas l'Allemagne qu'on idolâtrait à la précédente Coupe du Monde. C'était vraiment une Allemagne insipide, si je puis dire, si je suis un peu plus difficile. Donc là, cette défaite sévère qui réjouit à mon avis du côté de Barcelone. Ça venge un peu, ça remet un peu les compteurs à zéro, même si c'est pas tout à fait la même chose. Il y aura une grosse remise en question, en tout cas de Joachim Löw, qui est en place depuis plus de 10 ans à la tête de cette Mannschaft, et ça va remettre l'église au milieu du village. Donc il y aura quelques petits ajustements d'ici à l'Allemagne, mais l'Allemagne qui ne fera pas figure de favori à l'Euro, j'y crois pas une seconde. Alejandro, quand on voit les chiffres espagnols, donc première du groupe, 13 buts marqués, 3 contre, donc solidement au niveau de sa défense. Mais surtout ce qui m'étonne, c'est que Luis Enrique, quand même, il est en train de reconstruire un groupe. Il a fait débuter 19 joueurs depuis qu'il est sélectionneur. C'est la bonne méthode pour lui et apparemment ça marche. Mais est-ce qu'elle reste pour autant candidate à gagner justement l'Euro? Je pense qu'elle est totalement relancée, l'Espagne, parce que c'est une équipe qui est largement renouvelée, on l'a dit, et qui a quand même des joueurs extrêmement rapides, extrêmement habiles. On pense à Ferran Torres, qu'on connaissait peu il y a quelques mois seulement, ou Gaïa, par exemple, qui a été extraordinaire et qui avait déjà donné des sueurs froides au Real Madrid quelques jours plus tôt. C'est l'école de Valence. Oui, voilà. Quant à l'Allemagne, bon, ça rappelle quand même la Coupe du Monde 2018 où l'Allemagne avait quand même été sortie dès le premier tour, et donc on sent que c'est une équipe qui a plus de difficultés que prévu dans sa reconstruction, et on verra si d'ici le mois de juin, Joachim Löw avance ou pas, sans quoi il jouera sûrement sa tête. A priori, donc, dis-moi. Non, moi j'ai l'impression, en fait, l'Espagne a su faire ce que l'Allemagne n'a pas fait, c'est-à-dire intégrer un minimum d'expérience à travers Sergio Ramos, notamment Busquets ou Carvajal, même s'il n'était pas présent face au match, et insuffler des joueurs espoirs ou on va dire des espoirs espagnols pour pouvoir apporter un peu plus de fraîcheur à cette sélection. Et ce qui est intéressant, c'est que Luis Enrique s'appuie sur des bases solides. C'est que il a quand même une fondation qui a gagné l'Euro Espoir, il me semble, et Euro U19. Donc tous les feux sont au vert à l'avenir pour Luis Enrique. Et il peut s'appuyer sur ce match qui est un match référence et justement accroître son potentiel. Donc, les rendez-vous, vous savez, pour l'Euro, c'est du 11 juin au 11 juillet. Et puis, la finale four qu'on appelle, c'est le 10 octobre 2021. Les prochains rendez-vous, en fin de compte, c'est très bientôt, c'est le 3 décembre, puisque c'est le tirage final, le tirage de la finale four. On connaîtra donc, on connaît déjà les 4 sélections. On va voir qui joue contre qui. Alors, est-ce qu'en France, Espagne, pourquoi pas, ça serait sympa. D'un autre côté, quelques jours après, le 7 décembre, c'est le tirage pour les phases de qualification du mondial de Qatar 22. Donc, c'est très, très, très bientôt. Mais pour l'instant, soyons sérieux. Allons parler de celui que tout le monde appelle El Pelusa.
On parle de Diego Armando Maradona. Et c'est Diego Armando Maradona qui est aujourd'hui le personnage de Inside Foot. Inside Foot, non, Inside Liga. Hein? Faut pas se tromper, c'est moi qui s'est trompé. Inside Liga. C'est parce que souvent on a dit Inside Foot hein, pour d'autres émissions, donc c'est la réalité. Non, parce que d'habitude on est généraliste, là aujourd'hui on est spécialiste. Là, spécialiste là, on parle de la Liga et du football à côté de l'Espagne. Alors, Diego Armando Maradona. Alors, c'est qui Diego Armando Maradona? Dit El Pelusa. Ça, c'est les Argentins qui lui ont donné ce surnom. La première des choses, c'est qu'il a commencé en première ligue argentine. C'était le 20 octobre 1976. Jusqu'à là, ça va. Ce qui est quand même beaucoup plus étonnant, c'est qu'il n'avait que 15 ans quand il a débuté avec Argentinos Juniors, Alejandro. Oui, en fait, il allait fêter ses 16 ans quelques jours plus tard, mais c'est vrai que c'était un phénomène de précocité. Maradona, on s'y intéressait déjà en Argentine à l'époque parce que c'était un joueur qui promettait beaucoup. Vous savez, en Argentine, avant les matchs de première division, il y a souvent des matchs des équipes jeunes, des mêmes clubs qui s'affrontent. Et Maradona souvent faisait des numéros pendant la pause, etc. Donc le public avait commencé à le découvrir. Mais évidemment, très vite, il est devenu un phénomène du foot argentin. Et beaucoup ont regretté que Menotti ne le retienne pas finalement dans la liste pour la Coupe du Monde de 78 que l'Argentine allait gagner sans lui. Et oui, mais je me rappelle de cette finale notamment, et notamment d'un autre joueur argentin, Mario Kempes. Et bon, à chacun ses goûts. Moi étant de Valence, Mario Kempes est quand même pour moi une référence. Il était légèrement plus âgé qu'El Pelusa qui avait à ce moment-là effectivement 16 ans. Après, il me semble que ça lui a permis aussi de monter en grade graduellement, puisque il a gagné, il me semble, la Coupe du Monde Espoir, oui, voilà, ou l'équivalent de la Coupe du Monde Espoir à l'époque. C'était la Coupe du Monde des moins de 21 ans, et ça s'est joué au Japon, et effectivement l'Argentine, avec une équipe extraordinaire, avait remporté cette compétition. Il y avait notamment Ramon Diaz dans cette équipe aussi, et ça avait été un retour triomphal en Argentine. Donc en moins d'un an, l'Argentine avait gagné la grande Coupe du Monde et cette nouvelle compétition des jeunes. Donc tout semblait très, très prometteur pour le football argentin à ce moment-là. Et il faut penser qu'on était en pleine dictature militaire, donc ça permettait également à l'agente militaire qui sévissait à l'époque de détourner un petit peu l'attention et de faire parler d'autre chose que des violations des droits de l'homme qui étaient commises à l'époque. Alors, Diego Armando Maradona qui a joué dans plusieurs clubs, que ce soit en Argentine ou que ce soit en Europe, je vous propose de découvrir un tableau où on voit les clubs qui ont été ceux de Diego Armando Maradona. Il a commencé sa carrière à Argentinos Juniors, puis il est passé au Boca Juniors, et puis un saut du côté de l'Europe où il a été à Barcelone, à Naples et à Séville, et puis pour revenir donc du côté de l'Argentine avec Newell's Old Boys. Il a touché aussi un tout petit peu à Boca à un moment donné, oui, vers la fin pour la fin de sa carrière. Et puis il y a eu son passage en équipe d'Argentine. En tout, c'est presque 700 matchs de Diego Armando Maradona en tant que professionnel et près des 350 buts qui ont été marqués par notre joueur El Pelusa. Justement, à un moment donné, et donc il a joué en tant que professionnel pendant 6 ans du côté de l'Argentine avant de faire le saut du côté du Barça et de l'Europe. Est-ce qu'il avait cette stature déjà des cracks à cette époque-là en Argentine? Est-ce qu'on voyait voir ce qu'il allait devenir? Absolument, absolument. Il aurait pu partir beaucoup plus tôt, mais en fait, l'agent militaire qui dirigeait l'Argentine à l'époque voulait que Maradona reste en Argentine jusqu'à la Coupe du Monde de 1982 afin de mieux préparer cette Coupe du Monde. Donc, il avait contraint, entre guillemets, Boca Juniors à le recruter. Il avait fait un montage financier qui permettait donc de garder Maradona au pays jusqu'à la Coupe du Monde de 1982, avec la promesse ensuite de pouvoir partir à Barcelone. La Coupe du Monde de 82 était en Espagne justement, et il partait à Barcelone avec son entraîneur de l'équipe d'Argentine, Menotti, qui est parti avec lui finalement.
Voilà, et donc nous avons posé justement une question à celui qui a créé le compte Maradona France, c'est Kevin Coulmier, qui est étudiant du côté de Strasbourg, et on lui a posé la question justement de son passage du côté de l'Europe, mais surtout on lui a posé la question par rapport à la blessure, la grave blessure qu'il a eue du côté de Barcelone. C'était dans un match face à l'Atlético de Bilbao, c'était face à Andoni Goicoechea qui lui a fracassé la cheville. Ces images tournent encore aujourd'hui dans la web pour ceux qui souhaitent aller les voir, c'est terrifiant. Et il a passé pas mal de semaines, pas mal de mois donc blessé. Et donc je vous propose justement d'écouter Kevin qui nous parle de cette blessure du côté de Barcelone après ce match face à l'Atlético de Bilbao. Alors oui, à Barcelone, il a eu des grosses blessures, notamment une qui a beaucoup tourné, où il a rencontré Andoni Goicoechea. Alors c'est une blessure qui a beaucoup compté malheureusement, parce que ça l'a quand même écarté des terrains 6 mois. Ça l'a forcé à se faire opérer. Mais c'est une blessure qui l'a beaucoup marqué parce que c'est sa première grosse blessure. Et il a pu rentrer en Argentine et se soigner auprès des siens. Mais il avait quand même un esprit de revanche de toute façon à l'idée de rejouer contre Bilbao et de recroiser ce joueur qu'il n'aime pas vraiment. Donc, la blessure de Maradona du côté de Barcelone, est-ce que cette blessure a quand même eu une énorme influence sur ce qui s'est passé par la suite? Parce qu'il n'a jamais réussi vraiment à s'installer comme il faut. Parce qu'il y a eu beaucoup de soucis du côté de Barcelone. Vous savez, Maradona est quelqu'un d'assez superstitieux et il a compris assez vite que les choses ne se passaient pas comme il souhaitait à Barcelone. Déjà, il a eu une hépatite, il a eu cette grave blessure, donc il a été absent pendant de longues périodes, il s'ennuyait beaucoup. Le club ne s'occupait pas forcément de lui, comme il n'encadrait pas suffisamment, donc il l'a laissé un petit peu mener sa vie. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à découvrir la drogue, par exemple. Donc, c'est une des son oisiveté l'a un peu conduit dans cette direction, à pas forcément toujours très bien s'entourer. Et finalement, il a fallu tout un travail de la part de Bilardo, qui était devenu le sélectionneur argentin, qui est venu le voir plusieurs fois à Barcelone, qui l'a convaincu qu'il devait être le leader de son projet pour la Coupe du Monde qui allait suivre, celle des 86. Et qu'il a un peu lui a redonné un petit peu envie à rejouer au football parce qu'il avait presque perdu le goût. Il se sentait un petit peu, il se sentait complètement perdu à un moment donné à Barcelone. Et c'est là que l'opportunité d'aller à Naples, qui était un choix un peu surprenant à l'époque, est apparue et ça lui a permis quand même de trouver un cadre beaucoup plus en accord avec sa mentalité, avec sa façon d'être. Alison, que représente Diego Armando Maradona pour toi? Nous, on l'a vu jouer, mais tu l'as pas vu jouer, tu l'as vu par la suite dans des cassettes, dans des vidéos, etc. Mais voilà, quand on est journaliste et qu'on fait du foot, alors qu'est-ce que ça représente justement Diego Armando Maradona pour un jeune journaliste qui arrive et qui découvre Pelé, Maradona, Cruyff qu'on n'a pas vu jouer? C'est ça, moi, je ne l'ai pas vu jouer, comme tu l'as dit, Juan José, mais Diego Armando Maradona, ça reste quand même une légende. Moi, je sais que mon père, il en parlait comme d'un dieu du football incroyable, un crack incroyable, balle au pied avec un caractère de feu, un joueur qui a du charisme sur le terrain et en dehors aussi du terrain, dans les vestiaires, qui porte son équipe, un vrai leader technique et un leader de vestiaire. Je sais que il y a plusieurs anecdotes, la fameuse main de Dieu, la qualification au mondial, on en a parlé aussi un peu en antenne. Il y a aussi des flous, je pense que pour les gens qui l'ont pas vu jouer et pour les gens qui s'y intéressent un peu de loin, il y a certaines légendes entre guillemets urbaines qui restent, cette histoire de dopage, de médicaments qui reste un peu flou. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, ça reste dans la légende de Diego Armando Maradona, et plus tard on l'a vu évoluer en tant qu'entraîneur avec la sélection argentine. Tout ça, ça fait partie du mythe. Donc même si on l'a pas vu jouer en tant que tel, on sait que Diego Armando Maradona reste un mythe, une légende du football. Mourad? Ouais, je suis assez d'accord avec Alison. Pour moi, Diego Armando Maradona, indépendamment du surnom que tu employais, la peluche. Alors, la pelusa. La pelusa en espagnol. Je ne sais pas comment traduire.
Je ne sais pas comment Il tu me l'as semble que traduit. c'est peut-être la peluche, non, si je me trompe pas. Oui, ou c'est un peu à cause de sa chevelure. à qui cause de était sa très- chevelure et de très son dense. gabarit, il me semble. Moi, c'est plus Pibe del Oro. En fait, Oui, c'est le c'est symbole Pibe del Oro. c'est le symbole en fait d'un Argentin qui a été très précoce, médiatisé très tôt et qui a été le symbole de quelqu'un qui venait des bas-fonds, d'une réussite internationale et exceptionnelle. Donc pour moi, c'est ça avec ces zones enfin ces lumières qu'on a tous connues. Alice en a parlé, la main de Dieu, même si ça reste. On a dit la même chose de Thierry Henry. Mais bon. Oui, exactement. On a dit la même chose de Thierry Henry, on le blâme, mais pour Diego Maradona, c'est quelque chose. Il y avait même aussi la guerre des Malouines derrière tout ça. Donc, bon, on pourra en discuter longuement. Mais il y a aussi ce but exceptionnel durant le même match, justement, où il élimine toute la défense et élimine le gardien anglais pour marquer. Donc, c'est ses lumières, mais c'est aussi ses ombres. Et donc, voilà, pour moi, c'est le personnage de Diego Armando Maradona. Et on l'accepte tel quel. Et aujourd'hui, on lui est très, très reconnaissant de ce qu'il a apporté au football. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur un peu moins, même si c'était un homme de challenge, il faisait plus ça, on a l'impression, pour l'amour du football que pour la reconnaissance. Donc, et ça fait aussi partie du caractère de Maradona. J'ai posé la question justement à Kevin sur la part des ombres dans l'histoire de Diego Armando Maradona. Et donc, il nous a parlé justement de ses problèmes avec la drogue et l'alcool quand il était à Barcelone. Alors lui, c'est à Barcelone qu'il découvre, si on peut dire ça comme ça, les joies de la cocaïne et des soirées alcoolisées. Alors il faut savoir déjà que Nunez, le président du Barça, avait tout fait pour un peu canaliser Maradona sur ses sorties et tout ça, sans vraiment savoir, parce que c'était pas encore le cas à l'époque, qu'il allait en abuser. Il faut savoir aussi que son agent, Jorge Spiller, n'était pas forcément le dernier pour sortir faire la fête non plus. Donc à partir de là, c'est là où d'abord il a fait beaucoup de soirées alcoolisées, dans des boîtes de nuit surtout. Et c'est après où c'était à l'époque encore un simple plaisir, où il prenait de la cocaïne. Et c'est devenu ensuite un moyen de se libérer de la pression et tout simplement une drogue. Mais c'est vrai que c'est à Barcelone où il découvre un peu cette vie européenne et riche. Donc, il nous parle justement de cette période. C'est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas si attention que ça aux joueurs. D'ailleurs, il y avait un autre joueur qui aimait beaucoup sortir. Je pense à Ronaldinho aussi, oui. lors de son passage à Barcelone. Ça a été compliqué à gérer. Disons que par rapport aux jeunes d'aujourd'hui qui admirent Messi ou qui admirent Cristiano Ronaldo, ce sont des joueurs qui sont extrêmement encadrés par des experts en communication, etc. Donc qui apparaissent un peu distants quand même par rapport au public, alors que Maradona était quelqu'un avec qui tous les Argentins, tous les Napolitains s'identifiaient très facilement. Ils pouvaient s'imaginer vivre sa vie, c'est-à-dire le gars qui était sorti de rien et qui pouvait tout se permettre, qui disait tout haut ce qu'il pensait, qui ne s'embarrassait pas des précautions, ni consultait personne avant d'ouvrir la bouche. Et pareil avec sa vie, c'est-à-dire à un moment donné, il s'est dit qu'il était jeune, qu'il voulait profiter de la vie, qu'il avait plein de choses à s'apporter. Il ne s'entourait pas forcément des gens qui cherchaient à l'empêcher d'aller dans cette direction-là. Je pense à Coppola, qui a été son agent quand il est arrivé à Naples, et qui était quand même quelqu'un qui organisait toutes ses sorties et qui le poussait parfois un petit peu dans cette direction-là. Donc, c'est assez difficile aujourd'hui à comprendre qu'un joueur ait pu évoluer de cette manière et ait pu se permettre une telle liberté et des tels excès. Aujourd'hui, ça paraîtrait presque impossible. Des excès du côté de Naples, parce que ça a commencé du côté de la Catalogne, de Barcelone, mais en fait, c'est surtout du côté de Naples. Il a passé quand même pas mal d'années à jouer. Alejandro le disait, son entourage n'était pas peut-être le plus adéquat à ces moments-là, mais justement, même avec tous ces problèmes, il est resté quand même une figure emblématique de Naples. Il a gagné avec Naples plusieurs titres. Ben bien sûr, il a gagné avec Naples plusieurs titres, mais surtout il leur a rapporté leurs premiers titres. Puisqu'avant Naples, c'était simplement un club du sud de l'Italie qui ne rivalisait pas avec les clubs du nord, la Juventus, le Milan AC, etc. Donc aujourd'hui, Naples lui doit tout.
Et donc, c'est tout à l'honneur de Maradona qui, lui, a porté la ville et le club à lui tout seul. Et en plus de cela, à l'époque, il n'y avait pas d'arrêt Bosman, il y avait quelques joueurs qui étaient importés par-ci par-là pour élever les clubs. Et ça montre justement toute l'étendue et la classe et la qualité du footballeur, en fait. Oui, Alisson, parce que j'ai lu des articles, des interviews d'anciens joueurs, enfin, qui ont coéquipiers, qui étaient avec lui du côté de Naples, mais aussi du côté de Barcelone, mais du côté de Naples. La plupart nous disaient, c'est vrai, il avait beaucoup de problèmes, mais en même temps, il prenait tout sur soi. Quand on gagnait tous. Quand on perdait, c'était lui qui avait mal joué. En même temps, il avait un esprit d'équipe qui était réel. C'est ça, c'était la force de Maradona. On a l'impression qu'aujourd'hui on le compare beaucoup, par exemple, à un Lionel Messi. C'est à peu près dans ce qu'il représente, entre guillemets. C'est ça, c'est que quand l'équipe gagne, c'est grâce à lui, mais quand l'équipe perd, c'est un peu à cause de lui. Et donc forcément, quand on est un joueur de cette envergure-là, on a beaucoup plus de pression. Mais ce qui faisait sa force, c'est qu'il gardait cet esprit. Je suis le joueur emblématique, mais à la fois, je suis aussi service de mes coéquipiers, et c'est ce qui faisait vraiment sa force. Et il me semble, pour la petite anecdote, j'avais vu, je sais plus si c'était sur le premier titre du Napoli ou le second, où il y a une interview dans le couloir du stade napolitain, où il prend le micro et il interviewe le président. Et là, justement, il lui dit que c'était grâce à lui qu'il avait pris le titre. Et ça montre aussi son humilité et sur le fait que quand il gagne, c'est toute l'équipe qui gagne. Le fait est qu'il quitte Barcelone en 84, il part du côté de Napoli, mais toutes les histoires se terminent. Et puis en 92, il va quitter Naples et il va rejoindre à nouveau l'Espagne. Et donc, on a parlé donc à nouveau avec Kevin, justement pour lui poser la question, comment ça s'est passé du côté de Séville quand il arrive en 92-93? Alors oui, il signe à Séville en septembre 92. Pas grand monde le sait d'ailleurs, mais il a fait une saison à Séville en 92-93. Et il signe en fait après que son histoire se soit mal finie avec Naples. Ces problèmes de drogue ont refait surface au niveau policier et ensuite forcément de la FIFA du coup, qui l'a suspendu 15 mois en mars 91. Le fait qu'il signe à Séville est énormément dû à Bilardo aussi, qui le voulait absolument. Même si le président de Séville avait quelques craintes par rapport à sa popularité qui était vraiment très en baisse à ce moment-là forcément. Et par peur aussi qu'il ait les mêmes problèmes à Naples à Séville qu'il a eu à Naples. Mais Bilardo a vraiment insisté, déjà parce que les deux hommes s'apprécient énormément. Ils ont remporté le mondial 86 ensemble, où Bilardo était le sélectionneur de l'Argentine. Bilardo, parce que l'homme clé de cette histoire, le fait qu'il aille de Naples à Séville, c'est Bilardo qui était donc le sélectionneur de l'équipe d'Argentine qui a gagné le mondial avec Maradona. Et ça s'est passé comment du côté de Séville? Disons qu'il faut d'abord préciser que Naples, il quitte début 91 parce que après la Coupe du Monde de 1990 où l'Argentine notamment avait éliminé l'Italie en demi-finale, Maradona avait un peu ligué contre lui une grande partie de l'Italie et beaucoup de choses sur lesquelles on fermait les yeux, on ne les fermait plus et donc il a été contrôlé positif à l'issue d'une prise de cocaïne. Ce fameux nom d'oiseau aussi lors des hymnes nationaux. Absolument, oui, parce que lui, il avait su quand même mobiliser Naples contre le nord de l'Italie. Il y avait beaucoup de ressentiments à cette époque et Maradona avait su exploiter un peu tout ça. Mais donc, il est suspendu une première fois, il rentre en Argentine, le gouvernement argentin le fait arrêter en pleine consommation de drogue, c'est très médiatisé. Donc, en 92, quand sa suspension se termine, il y a une grande attente pour voir Maradona rejouer. Et donc, Séville saisit cette occasion parce que c'était pour Séville une occasion aussi de se mettre un peu en avant. Moi, je suis allé plusieurs fois le voir à Séville et je peux vous dire que l'attente était extraordinaire. Et donc, la présence de Bilardo, qui avait été son sélectionneur en 86 et en 90, évidemment, était un argument parce qu'on se disait, bon, Bilardo va savoir y faire puisqu'il l'avait déjà géré. On avait fait venir son préparateur physique également, qui les connaissait très bien, mais il y avait une belle équipe du côté de Séville, mais malgré tout ça, Maradona ne se sentait pas chez lui. Visiblement, il avait
beaucoup de problèmes pour gérer l'après-suspension. Il avait énormément de ressentiments à l'égard de la FIFA, à l'égard des Italiens, à l'égard du monde entier. Il était en guerre contre le monde entier et ça le perturbait beaucoup et ça l'a beaucoup distrait par rapport à ce qui devait être sa saison de retour. Tu le dis, une très belle équipe des Séville. Séville qui va terminer 7e lors de cette saison 92-93. Mais à côté de Diego Armando Maradona, vous retrouvez Davor Šuker qui est à Séville. Et vous retrouvez la première année del Cholo Simeone, Diego Simeone, qui joue avec Maradona en 92-93 du côté de Séville. Donc il y a Bilardo qui est l'entraîneur. Et puis, à l'époque, le gardien de but de Séville, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Monchi. Monchi, qui est aujourd'hui le directeur sportif donc, du FC Séville. Je vous propose de découvrir le palmarès de Diego Armando Maradona. Il n'est pas riche en soi. Aujourd'hui, il y a plus de compétitions, il y a plus de matchs, donc il n'est pas riche en soi, mais avec Boca Juniors, donc il gagne une Liga, c'est en 81. Avec Barcelone, c'est quand même en 2 saisons, Coupe du Roi, Coupe de la Ligue, Supercoupe d'Espagne, 3 titres, et surtout avec Naples, qui va gagner à 2 reprises la Serie A, la Coupe d'Italie, la Supercoupe d'Italie, et la C3 à l'époque, la Coupe de l'UEFA, que Naples va gagner en 89. Et puis, bien sûr, il y a ce mondial 86 qui est remporté avec... Et puis en 90, l'Argentine est finaliste. Et finaliste, mais il ne gagne pas. Oui, mais quand même. Mais les finalistes, tout à fait raison. C'était une équipe qui n'était pas aussi fringante que celle des 86. Et malgré tout, à force des séances de tir au but, etc., et quand même, l'Argentine élimine le Brésil, élimine l'Italie, et va en finale contre l'Allemagne et perd sur un penalty pas évident, on va dire. Mais sa carrière ne se termine donc en tant que joueur parce qu'il va devenir entraîneur. On a préparé aussi un tableau. Il a pas mal bougé à droite et à gauche. Il a commencé en Argentine avec Mandillou et le Racing Club. Du côté de l'Argentine, il a été le sélectionneur de l'équipe d'Argentine. Il faut pas l'oublier. Il est parti du côté des Émirats Arabes Unis où il a entraîné 2 équipes. Il est parti du côté du Mexique avec Dorados, et puis il est revenu avec le Gimnasia du côté de l'Argentine. Mais en fait, Mourad le disait tout à l'heure, c'est pas un succès pour lui, parce qu'on peut parler de Cholo Simeone, a été un grand joueur et est un grand entraîneur, mais Diego Armando Maradona, effectivement, en tant qu'entraîneur, ce n'est pas non plus le grand succès. Non, disons que Maradona était quelqu'un déjà difficile à gérer pour les entraîneurs, parce que c'était un joueur qui aimait pas beaucoup la discipline, qui respectait pas beaucoup les horaires, qui aimait s'entraîner à sa façon, quoi. Il aimait pas courir, faire des tours des stades, etc. Donc, devenir, celui qui impose ça aux autres, c'était pas facile pour lui non plus. Et ça n'a jamais été commode. Et beaucoup de joueurs de l'équipe d'Argentine, quand ils l'entraînaient, se plaignaient. Et eux qui avaient l'habitude d'être entraînés par les meilleurs entraîneurs au monde, d'arriver avec l'équipe d'Argentine et parfois devoir patienter longtemps avant de voir apparaître Diego Maradona qui dormait souvent jusqu'à très tard et qui donnait parfois des consignes qui n'étaient pas très précises. Et donc, il ne s'était pas forcément très impressionné par lui en tant qu'entraîneur. Et d'ailleurs, Maradona, dans toute cette période, a eu énormément de problèmes de santé, notamment des problèmes cardiaques, des opérations. Il avait beaucoup grossi, donc il a fallu le soumettre à une opération d'estomac. Donc tout ça ne lui a pas permis quand même de construire une carrière cohérente et finalement, il a plutôt choisi des clubs de 2e niveau qui lui permettaient quand même de mener sa vie et de ne pas trop s'investir. J'ai 2 petites questions avant qu'on termine avec cette page Maradona. La première, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il a joué avec Mario Kempes, que ça soit en Liga, l'un du côté de Valence, l'un du côté de Barcelone, les 2 ensemble du côté de l'équipe d'Argentine. Il est contemporain, il a joué avec Platini dans la Serie A, donc l'un avec Naples et l'autre avec la Juve. On voit des photos avec lui où il s'entend très bien avec notamment Pelé aussi, même s'ils n'ont pas joué
ensemble. Il a remplacé théoriquement Cruyff du côté de Barcelone. Cruyff étant parti de Barcelone, on fait venir Armando Maradona. Où se constitue aujourd'hui parmi ces grands noms Pelé, Cruyff, Platini, Zinedine Zidane? Est-ce qu'on peut déjà le comparer? Parce que le football n'est pas le même dans les années 70, 80, 90, 2000. C'est difficile parce que bon, Pelé a été l'homme d'un seul club et donc Santos au Brésil et finalement sa gloire vient des 3 Coupes du Monde qu'il a remportées avec le Brésil. Maradona est quelqu'un qui a lui réussi des choses assez étonnantes dans des clubs qui n'étaient pas des clubs de premier niveau. Donc c'est difficile de comparer ces 2 joueurs qui d'ailleurs au niveau du caractère sont très opposés. Et je pense que Maradona était quand même très au-dessus des Cruyff ou Platini ou d'autres joueurs. On peut le comparer par exemple à Messi, mais là encore c'est assez différent parce que Messi évolue à une époque où déjà les arbitres protègent beaucoup plus les joueurs qu'ils ne le faisaient à l'époque de Maradona. Maradona a pris énormément de coups. Il a beaucoup souffert des agressions dont il a fait l'objet souvent pendant les compétitions. Et puis, Messi n'a pas réussi à gagner la Coupe du Monde comme Maradona l'a fait, mais par contre, il a réussi à bâtir une carrière exceptionnelle à Barcelone. Donc, c'est difficile de comparer ces joueurs. En parlant justement de Messi, tu connais Diego Armando Maradona, tu connais Messi aussi. Oui. Justement, comment ça se passe cette relation entre ces 2 joueurs? Étant sélectionneur, on voit des gestes très amicaux, très familiales, très proches, on le voit très proche. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce n'est pas la réalité? Disons que Maradona n'a pas beaucoup aimé quand Messi a commencé à apparaître et à lui faire un petit peu de l'ombre. Pour Maradona, il devait rester à jamais le meilleur joueur d'Argentine, au moins. Et d'ailleurs, on avait envisagé à un moment donné de retirer les maillots numéro 10 de l'équipe d'Argentine pour que plus personne ne le porte. Et aujourd'hui, pas en Argentine, parce qu'en Argentine, Maradona garde quand même un statut particulier. Plus apprécié, Maradona. Mais par contre, au niveau du monde entier, je pense que Messi est souvent considéré comme un joueur, sinon plus complet, qui a réussi quand même une plus belle carrière et qui a pas ces côtés polémiques de Maradona. Mais donc, c'est donc vrai, Alejandro, tu peux quand même confirmer, peut-être même à demi-mot, que lorsque Maradona a repris quand même la tête de la sélection argentine, il était pour que Messi aille peut-être au bout et remporte la Coupe du Monde, mais quand même, il y avait une petite rivalité. C'était compliqué qui pour Maradona. J'ai pas trop envie que le petit me surpasse, donc si on peut ne pas le mettre dans les meilleures conditions, je suis pour. Oui, c'était compliqué. C'était un exercice difficile parce qu'effectivement, en tant que sélectionneur, Maradona voulait que Messi soit très bon pour que l'Argentine gagne. Et d'un autre côté, il était toujours gêné quand il fallait mettre en avant Messi. Et donc, ça a toujours été quelque chose de difficile. Et d'ailleurs, Pelé, on dit qu'il s'entendait très bien, mais en fait, Maradona a souvent critiqué Pelé, qu'il appelait Monsieur Mastercard parce qu'il avait toujours sa casquette. Et donc, il estimait que c'était quelqu'un qui n'avait pas su utiliser son aura pour protéger les joueurs, pour défendre les joueurs, alors que Maradona s'était beaucoup engagé dans la lutte contre la FIFA pour dénoncer les conditions de jeu, les horaires des matchs, et les cadences infernales, etc. Ce qui est symptomatique de cela, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une récompense au siège de la FIFA, il me semble, sur le joueur du siècle. Et il me semble que Pelé avait été élu joueur du siècle par les institutions de la FIFA, et il y avait eu un vote des internautes à l'époque, au début de la bulle Internet, et c'est Maradona qui avait été élu joueur du siècle. Donc ça montrait aussi le fossé qu'il y avait entre les institutions, qui étaient pro-Pelé, et le monde entier, les fans de football comme vous et moi, qui appréciaient plus Maradona. Oui. Moi, je vais vous montrer ce numéro spécial qui a été fait par nos amis de France Football pour les 60 ans de Diego Armando Maradona, El Pelusa. Il a eu un ballon d'or honorifique, d'honneur. Oui. Parce qu'à l'époque où il jouait, les ballons d'or étaient réservés aux joueurs qui évoluaient dans des équipes nationales européennes. Donc, c'était en 95, je crois, on a rompu cette règle et c'est Georges Weah qui avait pu gagner ce premier ballon d'or vraiment mondial.
Mais Maradona n'avait jamais pu le gagner, donc France Football, effectivement, en 95, avait décidé de lui donner un ballon d'or honorifique. Et d'ailleurs, je l'avais beaucoup accompagné à cette époque, puisque j'avais organisé son déplacement en France, et ça avait été un moment très, très, très intéressant de pouvoir partager pendant quelques jours le quotidien d'un joueur aussi exceptionnel. Diego Armando Maradona, el Pelusa. Hein, comme on dit. Est-ce qu'on peut dire qu'il a de la chance? Ah oui. Ah bah il a de la chance. On peut se dire. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais si vous regardez son compte Twitter, c'est la photo avec Messi. Oui, tu as la photo avec Messi, l'une des fois où tu as rencontré Lionel Messi, c'était du côté de Barcelone. Chez lui, bon, là, la photo qui apparaît sur le compte, c'était ici à Paris, dans un déjeuner à l'hôtel Georges V, mais j'étais allé chez lui à Castelldefels, près de Barcelone, et ça avait été aussi un moment très, très sympathique. Diego Armando Maradona, donc on a consacré une large page de cette émission à Diego Armando Maradona, mais nous avons encore quelques minutes pour parler justement des matchs de ce soir. C'est la Champions League, nous sommes des champions. Alors, à l'instant précis où je vous parle, Séville est en train de jouer face à Krasnodar du côté de la Russie pour la 4e journée de la Champions League. Séville, donc, qui est donc 12e avec 7 points, même point que Chelsea. Alisson, victoire de Séville et c'est fait. Ils sont qualifiés, c'est sûr, pour les prochains tours. Victoire de Séville, ça leur assurait de passer en tout cas en 2e de ce groupe. Faut voir ce que Chelsea fera, mais ça leur assure au moins une qualification. Par contre, Mourad, défaite de Rennes aujourd'hui, et ça y est, c'est fini. Ils vont faire pratiquement aussi mal que Lille l'année dernière. Je pense que les années se suivent et se ressemblent, même si aujourd'hui on est sur Inside Liga, mais pour les clubs français, on a l'impression que c'est le chemin que ça prend. Mais concernant Séville, à voir. Krasnodar, ça reste quand même une équipe composée à 50% de joueurs internationaux suédois. Donc même si ils jouent à domicile ou à l'extérieur? Krasnodar, en Russie. D'accord, ok. Donc on a le froid contre nous. Exactement. Et la distance et la fatigue. C'est ça, donc, le voyage. Donc voilà, donc c'est un voyage périlleux. Donc à Séville de sortir grandi et de prendre les 3 points pour pouvoir se qualifier. Et le Barça qui part, donc c'est tout à l'heure, c'est à 21h face au Dynamo de Kiev. Sans Messi, effectivement, et sans Piqué. Sans Dembélé peut-être oui, parce qu'il a fait le déplacement quand même. Mais ça, Roberto ne sera pas là, Ansu Fati n'est pas là. Donc là, c'est pareil, une victoire de Barcelone, et même un nul, et ça y est, ils sont qualifiés. Et l'autre match est aussi très intéressant, puisque c'est la Juve face à Ferencváros. Donc, comment ça va se passer, que ce soit du côté du Barça que du côté de la Juve? Disons que Barcelone a l'avantage d'avoir gagné ses 3 premiers matchs, donc ils sont relativement tranquilles et sereins pour ce déplacement en Ukraine, où le Covid fait beaucoup de mal et on se pose beaucoup de questions sur l'équipe que pourra aligner les Dynamo Kiev. Donc, je pense que Koeman n'a pas couru énormément de risques en préservant Messi, en le contraignant à se reposer un petit peu, à rester à la maison pour essayer de relancer le Barça en championnat le week-end prochain. Et puis, et aussi, je voulais dire aussi, ça peut être l'occasion rêvée pour Antoine Griezmann de s'affirmer et de montrer là aujourd'hui, en l'absence de Messi, de surcroît, de montrer que il peut endosser le costume de leader au sein de cette équipe du FC Barcelone, et c'est là qu'on l'attend justement. Et ce qu'on attend, c'est demain. Demain, c'est l'Atlético de Madrid qui va jouer donc face au Lokomotiv Moscou. Ça se passe du côté du Wanda Stadium. Moi, j'ai toujours, je vous l'avais dit lors de la dernière émission, pour moi, c'est toujours le Santiago Bernabéu. Le Vicente Calderón. Je mets toujours le même erreur, le Vicente Calderón. Mais bon, c'est le nouveau Metropolitano Wanda Stadium. Il faut tourner la page. Ouais, mais pendant 40 ans, tu l'appelles Vicente Calderón, c'est compliqué d'échanger des noms. Donc, Atlético de Madrid qui est 12e du groupe avec 4 points, le Bayern de Munich 9 points. Donc, le Lokomotiv avec 2 points. Victoire obligatoire pour l'Atlético de Madrid pour pas être en difficulté, Alisson? Victoire obligatoire, mais je m'en fais pas pour cet Atlético au vu de ce qu'ils ont montré, surtout dans le jeu contre le Barça. Donc je pense que l'Atlético est sur une belle lancée et obtiendra les 3 points. Et l'autre match, celui qui est vraiment très très compliqué, c'est l'Inter face au Real
Madrid. Là, le Real Madrid aujourd'hui est troisième du groupe avec 4 points. Quatrième, c'est l'Inter de Milan avec 2 points. Faut pas, et le Madrid peut dire pratiquement adieu justement à une qualification pour les huitièmes de finale. Pire, il met même l'Europa League entre parenthèses. Enfin, c'est un groupe assez serré, donc je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Mais c'est vrai que le Real, c'est place sans Sergio Ramos, peut-être sans Benzema qui est incertain. Donc il y a beaucoup de soucis du côté du Real. On parle beaucoup du Barça, mais le Real ne tourne pas très bien non plus. Donc, et là, l'Inter a récupéré Lukaku. L'Inter qui a mis un doublé hier et qui les a sauvés. Failli gagner à Bernabeu. Donc, ça va être un match compliqué, c'est sûr. Mais bon, le Real en a vu d'autres et souvent, il s'en sort bien quand il est dos au mur. Exactement, c'est ce que j'allais dire justement. Je pense que ça va se décanter en bout de chaîne et on a l'impression que Zinedine Zidane et ses hommes aiment bien lorsqu'ils sont dos au mur pour pouvoir rebondir et ensuite faire taire les détracteurs. Mais il vaut mieux gagner quand même. Oh, bien sûr. Il vaut mieux gagner. En tout cas, ne pas perdre. Ne pas perdre, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais il n'y a pas que la Champions League, il y a l'Europa League, c'est jeudi prochain. Donc il y a Granada contre les Chypriotes des Omonoia. Pour Granade, premier du groupe avec 7 points face aux Chypriotes qui sont les derniers. C'est pratiquement fait. Victoire et ils sont qualifiés, et même si Grenade a perdu justement ce week-end face à Valladolid. Toujours, hein. En ce moment avec le Covid et tout ça, les joueurs sont fatigués, parfois il y a des surprises. Parfois, il y a des surprises. Les effectifs sont amoindris. Non, c'est vrai que c'est un critère à prendre en compte de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a 15 jours, Grenade avait 10 joueurs avec le Covid qui sont allés jouer face à la Real Sociedad, avec 5 joueurs de l'équipe des jeunes qui n'avaient joué jamais en première division. Donc c'est vrai qu'il y a l'histoire du Covid, mais a priori Grenade qui s'est mis un peu à laisser les joueurs les plus importants au repos ce week-end. D'ailleurs, Valladolid est allé battre Grenade à Grenade. Donc peut-être que j'ai confiance en eux. J'ai confiance. D'ailleurs, c'est Maxime Gonal, encore une fois. Il est du côté de Grenade. Voyons ce qu'il va faire. Par contre, ce qui va être très compliqué, c'est AZ Alkmaar, les Pays-Bas, face à la Real Sociedad, sachant que les 3 équipes, donc Alkmaar, Napoli et le Real Sociedad, ont 6 points, tous les 3. Mais Alkmaar, par contre, est 7e de son championnat. La difficulté pour la Real Sociedad, c'est ils sont leaders de la Liga. Est-ce qu'il faut laisser trop de force à un moment donné, ces équipes sont souvent contraintes, quand elles n'ont pas un effectif mirifique, de faire un choix et de choisir une des 2 compétitions. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la Real Sociedad, la Liga reste quand même l'objectif numéro 1, puisqu'ils sont très bien partis. Le dernier match en Europa League, l'Espagne a 3 équipes, c'est le Villarreal qui joue face au Maccabi Tel Aviv, Villarreal qui est premier, 9 points, qui normalement avec la victoire donc ils sont assurés de la qualification. Et en plus, c'est normal, c'est la compétition fétiche d'Unai Emery. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, il est à l'aise. C'est lui qui n'a pas eu des succès à Paris. Moi, j'aime toujours le répéter pour ceux qui me disent. Mais Paris ne jouait pas la Ligue Europa, c'est ça le problème. Il aurait dû jouer la Ligue Europa. Tu as tout à fait. C'est étape par étape pour Unai Emery. C'est la Ligue Europa, c'est son terrain de jeu. Il adore, il le sait. Il va souvent au bout de cette compétition. Donc là, pour l'instant, ils sont bien partis. Alors, match à pas manquer, surtout, c'est Inter-Real Madrid, qui est certainement parmi les matchs dont on a parlé à l'instant les plus intéressants, parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants, que ce soit pour l'Inter, que ce soit pour le Real Madrid. Dernière page de cette émission, c'est le match. Valencia Atlético de Madrid, c'est le match vedette qu'on a choisi pour la semaine, le week-end prochain. Valencia qui a battu le Real Madrid il y a 15 jours. Valencia qui a réussi à arracher un match nul face à Alavés. C'est Valencia qui reçoit l'Atlético de Madrid, mais Valencia qui ne convainc pas du tout avec son jeu, même s'il y a quand même plusieurs Français dans son effectif, et notamment Kevin Gameiro, qui n'est pas systématiquement titulaire. Oui, mais ce qui peut être intéressant, c'est que l'Atlético joue en milieu de semaine en Ligue des Champions.
Donc Valence va pouvoir préparer ce match beaucoup plus sereinement, sans fournir les mêmes efforts. Et on a vu, le Real Madrid l'a compris, c'est une équipe qui peut, sur certains coups, être redoutable. Donc je pense que l'Atlético n'a pas gagné ce match. L'Atlético n'a pas gagné ce match, mais ce qui est certain, c'est que l'une des meilleures attaques, 18 buts marqués pour l'Atlético de Madrid, c'est la meilleure défense du championnat espagnol, 2 buts uniquement encaissés. Pour notre ami Oblak, quand on regarde les chiffres du côté de Valence, bon, l'attaque ça va, 17 buts, donc grosso modo comme l'Atlético de Madrid. Par contre, 16 buts encaissés. La défense de Valence est à la ramasse. Effectivement, la défense, c'est très important lorsqu'on veut jouer le titre en Liga. On peut le remarquer avec la Real Sociedad, qui était une des pires défenses l'année dernière et qui aujourd'hui a une très bonne défense et touche du bout des doigts les premières places de Liga. Concernant Valencia, moi j'ai l'impression que c'est très instable comme club. On a quelques individualités comme Gaïa, notamment les latéraux aussi qui sont très importants et qui sont assez bons aussi, très offensifs. Mais on a le maître à jouer Parejo qui est parti du côté de Villarreal, donc j'ai l'impression que cette équipe elle a perdu de son identité. Alors et surtout ils ont perdu Kondogbia qui est parti en face à l'Atlético. Qui est parti en face, qui remplace Thomas Partey du côté de l'Atlético, alors que l'Atlético, tous les feux sont au vert. On a l'impression que leur base, justement, identitaire, les saisons précédentes, c'était la défense. Et là, aujourd'hui, ils sont présents aussi offensivement. Ils sont compacts, ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont beaucoup de jeunes. Ils ont aussi des cadres comme... il y a Carlos Soler, qui est le meilleur buteur de Valence déjà. Exactement. Donc, ok, c'est peut-être pas gagné pour l'Atlético face à Valencia, mais je pense que l'Atlético, à part ce match en plus qui va leur faire, avoir les jambes lourdes la semaine suivante, donc ça, il faut gérer l'effectif pour Cholo Simeone et ça, c'est pas forcément facile. Je pense qu'il a la profondeur de banc. Du côté de l'Atlético, on a l'effectif. On a vu contre Barcelone, il y a des changements quand même notables qui sont rentrés. On a Lemar entre autres, qui est un très bon joueur. Donc, je pense que Simeone va gérer son effectif. Après, oui, forcément, il y aura de la fatigue, il y aura potentiellement aussi des blessures comme dans tous les clubs malheureusement cette saison, mais moi cette équipe de l'Atlético qui me séduisait pas les années précédentes, c'était une équipe très basée sur le physique. Là de plus en plus j'aime regarder cet Atlético parce que je pense que le jeu de Diego Simeone a évolué. Là on voit que c'est très compact en défense mais que ça joue devant, que Carrasco y va, que Joao Félix aussi ça percute, ça y va, et je pense que l'Atlético Madrid cette année c'est un prétendant sérieux au titre de la Liga, et côté Ligue des Champions, on verra ce que l'Atlético va faire. En tout cas, en Liga, Joao Félix, 5 buts, c'est l'un des meilleurs buteurs, avec Suarez, 5 buts, et puis le troisième du côté de l'Atlético Madrid, c'est Marcos Llorente qui a marqué 3 buts. Il y a quand même des joueurs qui marquent du côté de l'Atlético de Madrid. Du côté de Valence, c'est légèrement plus compliqué puisqu'il y a Carlos Soler, mais on sait que sur les 4 buts, on a mis 3 de pénalty face au Real Madrid, donc il faut faire quand même un tout petit peu d'attention par rapport aux chiffres. Le jour où la VAR a fonctionné du côté de Mestalla. Du côté de Mestalla. Et puis il y a Maxi Gomez et Vallejo qui ont 3 buts chacun du côté des Valence. Par contre, que je vous l'avais dit, Domenech, Jaume Domenech, qui est le gardien de Valence, le gardien qui a le plus fait d'arrêts dans le championnat. Donc il est à 38 arrêts, à 35 arrêts. Oblak, l'un des premiers aussi, puisqu'il a fait 28 arrêts. Pour Valence, il a encaissé 16 buts, je vous l'ai dit. Donc, il a fait quand même une trentaine d'arrêts et 16 buts encaissés. Nombre d'arrêts, je pense que c'est assez symptomatique d'une mauvaise défense. C'est une équipe fragile, ça c'est sûr. Et comment expliquer, Alejandro, qu'on a cette année un Real Madrid qui n'est pas au top, un Valence qui n'est pas au top et qui a toujours été ces dernières années quand même une équipe qui montait, qui descendait, mais qui était une équipe qui avait de la puissance, qu'on pouvait compter. Déjà, le Real Madrid ne s'est pas renouvelé. On est dans une saison atypique où les équipes ont eu une préparation tronquée, où les joueurs sont très fatigués, il y a beaucoup de blessures, donc ça peut fragiliser certaines équipes. Valence, on sait, les propriétaires qui viennent de Singapour ont fait des choix assez étonnants et ont voulu vendre les meilleurs joueurs de l'équipe, ce qui est une drôle de stratégie. Barcelone est une équipe qui est en plein renouvellement. L'Atlético, finalement, on l'a dit, c'est une équipe plus solide parce qu'elle s'appuie sur une bonne base, mais a su également recruter des joueurs intéressants.
Donc, il y a tous les ingrédients pour qu'on sorte enfin du duopole Barcelone-Real Madrid et qu'on puisse avoir un championnat plus ouvert, ce qui est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est plutôt sympathique. Alors, dernière séquence, on va parler de la quiniela des matchs de la semaine prochaine. Donc, pour la semaine prochaine, donc, on va vous signaler quand même quelques petits matchs sur lesquels il faut avoir quand même un œil assez attentif. Real Valladolid-Levante, un match des mal classés. Real Valladolid et Levante. Et puis, bien sûr, Valencia Atlético de Madrid. Si Valence perd, bah, tant pis pour lui, il va s'enfoncer encore un peu plus. Real Madrid, Deportivo Alavés, toujours pareil. Real Madrid avec un bon résultat du côté de l'Italie. Peut-être qu'ils seront peut-être pas en forme, mais au moins ils auront psychologiquement envie de faire quelque chose. Le Real souffre beaucoup quand Sergio Ramos n'est pas là, mais là ils sont obligés quand même de réagir après la défaite face à Valence et le match nul à Villarreal. Donc un autre match à suivre de près, Barça-Osasuna, parce qu'effectivement, c'est les performances du Barça qui nous intéressent. Voilà, vont-ils essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu? Avait gagné son dernier match au Camp Nou face au Betis. Là, il faut qu'il retrouve quand même la victoire et surtout, on attend de voir Messi à son vrai niveau pour peut-être démarrer vraiment la saison. Et puis un Real Sociedad Villarreal. Là, par contre, ça se passe tout en haut du classement. Ouais. Pour moi, c'est la vraie affiche de la journée. La Real Sociedad avec ces joueurs qu'on découvre, ces joueurs qui ont été recyclés, qui sont bien mis en avant, à l'image de Moreno, qui avait eu un passage à vide à Newcastle et qui renaît à la Real Sociedad, et aussi le maître à jouer, David Silva, qui aujourd'hui, on peut dire que c'est un acteur principal hein, dans ce que réalise aujourd'hui la Real Sociedad. Et la Villarreal de Unai Emery qui bénéficie de son identité de jeu et qui joue un rôle majeur aujourd'hui dans ce championnat. Notamment avec Parejo et un autre joueur de Valence, Coquelin, qui a quitté aussi Valence pour aller rejoindre donc el submarino amarillo, qu'on dit en Espagne, du côté de. C'est pas un grand déplacement, c'est pas très loin. Ah ouais, c'est juste quelques dizaines de kilomètres. C'est pour ça que ça fait beaucoup plus mal du côté de Valence. On a l'impression qu'il y a beaucoup de schémas Angleterre, Valence, Villarreal, et ensuite les joueurs sont très bien recyclés et qui. Je pense notamment à Kondogbia, je pense qui font les allers-retours en fait entre clubs espagnols. Coquelin qui était à Arsenal, qui n'a pas su réussir et qui s'est bien recyclé en Liga. Voilà. Donc non, je pense que ça va être l'affiche du week-end. Et du côté de Real Sociedad, il y avait aussi Monreal. Il y a aussi Monreal qui est parti. Nacho Monreal, oui. Nacho Monreal qui était en première ligue et qui est revenu donc du côté de l'Espagne et qui est aujourd'hui aussi avec la Real Sociedad. Alisson. Oui. Avec Oyarzabal notamment, qui est le meilleur buteur du championnat espagnol, 6 buts. J'attends, comme dit Morad, moi j'attends cette affiche avec impatience. Real Sociedad qui propose du jeu, qui séduit, qui est une belle équipe en tout cas pour moi cette saison. Donc faut qu'il s'accroche à la première place. Et la Real Sociedad qui doit encore jouer la finale de la Coupe d'Espagne. Ah oui, il doit jouer la finale. Oui, la Real Sociedad qui a beaucoup de choses à faire. La question qu'on peut se poser, qu'on va se poser dans les prochaines émissions, c'est de savoir si la Real Sociedad a le bon touche suffisant pour pouvoir tenir de face la Liga, les compétitions, enfin les finales de la Coupe d'Espagne, et s'il a effectivement la possibilité de continuer en Europa League, s'il arrive à se qualifier après une victoire, je l'espère pour eux, face aux Pays-Bas, l'équipe des AZ Alkmaar. En plus d'Oyarzabal qui avait marqué contre l'Allemagne, qu'on a vu rentrer, etc., que Lucien Riquet peut compter sur lui justement, c'est un joueur intéressant. Il y a aussi Januzaj, donc je parlais des joueurs en première ligue qui sont bien recyclés en Liga. Januzaj aussi, pour moi, c'était le dernier match, il me semble, sur la victoire de la Real Sociedad, il gagne 2-0, il fait 2 passes décisives, il a l'occasion de mettre un but extraordinaire. Face à Grenade, je crois. Face à Grenade, exactement, merci beaucoup. Donc il y a aussi ce joueur-là, donc ils ont un effectif assez atypique, complet et qui arrive à maturité. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un œil sur eux cette saison. On aura un œil sur tous les résultats la semaine prochaine. Ça sera mardi prochain à 19h parce que n'oubliez pas, mardi prochain, il y a encore une journée de Champions League. Ça sera la 5e journée de Champions League et je vous retrouverai avec nos invités et avec nos consultants mardi prochain de 19h. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado. Adiós a todos.